Salut Laurent, Salut Gaël. je te remercie vraiment encore une fois de nous ouvrir les coulisses de l'apprenti. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu plus la genèse du projet, la vision, l'ambition, et puis ce que tu as déjà mis en place, on va dire, et qui a marché ou qui a moins bien marché. Ok, par quoi tu veux que je commence? Quel, Est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu te présenterais? euh, Moi c'est simple, je veux être le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que la personne qui va raconter les belles histoires, ou les moins belles d'ailleurs, c'est pas l'idée, c'est pas que les belles histoires, mais les histoires du milieu de l'entrepreneuriat et on pourrait dire le Ondelat pour les plus jeunes, hein, le Christophe Ondelat, mais j'aime bien Pierre Bellemare, donc être le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat. Et pour ça, j'ai créé un média qui s'appelle Inspire Média, qui regroupe les différents podcasts qu'on a, enfin, en tout cas les différents projets qu'on est en train de créer. J'ai commencé effectivement avec un podcast qui s'appelle L'Apprenti, où je raconte des histoires d'entreprise. Alors il y a la version audio podcast, mais il y a aussi la version écrite qui a de plus en plus d'importance dans le modèle. Et c'est pas un détail, on reviendra après sur le Oui. sujet, sur la vision de la boîte que j'ai, qui a commencé sans vision, avec juste du plaisir. C'est-à-dire que moi, je dis toujours cette histoire, mais je suis breton. J'ai commencé, tu sais, quand tu viens de Bretagne, ben, c'est loin pour aller en vacances. Dès que tu veux aller quelque part, c'est loin, sauf si tu restes en Bretagne. Ce que beaucoup de Bretons font d'ailleurs, parenthèse Oui. fermée. Et du coup, quand tu prenais la bagnole, mes parents, ils mettaient Pierre Bellemare. C'est vrai que c'était une voix qui m'a bercé pendant longtemps. Et je voulais recréer cette ambiance, tu vois, de narration, mais appliquée à ce que j'avais vécu, l'entrepreneuriat, parce que moi, j'avais fait des très hauts et des très très bas. Et j'avais envie de raconter ça, d'être au plus près de la vie de l'entrepreneur, des gens comme toi qui passent, qui vont faire 10 000 idées, qui disent ah bah non j'ai 10 000 idées mais il faut que j'en trouve une. Et tu vois c'est un peu ce que tu avais travaillé toi entre guillemets avec Raphaël. Oui. C'est-à-dire que comment tu te focuses tout en étant ouvert aux opportunités, tout en étant discipline, tu vois c'est haut et c'est bas. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, mais non pas en format interview, mais en format narratif. C'est vraiment rentrer dans la narration. Super. Est-ce que tu peux du coup nous partager la genèse, on va dire le moment où le déclic du premier épisode, de la première diffusion là, de l'apprenti? J'ai, c'est un sacré sujet. En fait, j'ai eu un déclic, c'était en novembre 2021, en me disant, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de tester. Je me demandais avec quelle personne j'allais commencer à faire une histoire, et j'ai pensé à Xavier Niel. Bon, Hmm. c'est un grand classique, hein. J'ai passé 3 semaines à lire et voir tout ce que j'avais sur Xavier Niel, et j'ai fait un premier pilote que j'ai envoyé à une dizaine d'amis qui m'ont fait leur retour. Une fois que j'ai fait ce premier pilote, j'ai réenregistré, j'ai envoyé l'enregistrement, j'ai refait et voilà. À partir de là, il y a eu toute une phase de construction pour affiner un peu le modèle. Et c'est marrant parce que mon modèle, c'est un peu guerre de business, il y a un podcast américain qui est édité par Wondery, le Hmm. studio de podcast, qui édite un podcast qui s'appelle Guerre de business, ou Business Wars en anglais, qui a été adapté en français pour une partie. Et c'est aussi ce format-là qui m'inspire en me disant, OK, si ce podcast, il marche, ça veut dire qu'il y a un créneau de narration, d'histoire, d'entrepreneur. Bah, pourquoi pas essayer de le prendre parce que les interviews, bah, c'est tout le monde fait ça. 95% des podcasts, des interviews. Le problème de ça, c'est que ça demande plus de travail, que le coût initial est beaucoup plus élevé parce que tu passes les temps de recherche. Moi, au départ, si tu parlais de 3 semaines, là, j'ai réduit maintenant à une journée, une journée et demie de recherche pour une journée et demie de rédaction. Donc, tu vois, ça veut dire que, en gros, si je compte tous les temps, parce que je travaille avec des gens, tous les temps, ça fait à peu près 3 jours de travail par épisode. Ouais. Grosso modo, donc c'est quand même assez important. Alors que un interview, une conversation, on est sur une demi-journée si on compte ric-rac et une journée max. Il y a beaucoup de montage, quoi. Voilà, c'est C'est sûr. ça, exactement. Donc, c'est forcément t'as un coût initial qui est très élevé au démarrage. Parce que du coup, ça sous-entend aussi deux choses. La première, c'est qu'il faut aimer ça. Parce que Hmm. si tu peux pas durer sinon tu meurs. Et deux, faut aimer lire. Et moi, Te documenter, quoi. ouais, exactement. Moi, je suis un peu introverti, ça se voit pas là comme ça, mais je suis un vrai introverti, donc je peux passer des jours
à lire, à écrire, sans que ça me pèse et au contraire ça me réénergise. Et ça, voilà, c'est un travail qui me plaît et je sais que faire ce travail-là, ça ne correspond pas à tout le monde, ce côté un peu ermite pendant plusieurs jours pour justement. Donc là, ce qui m'a permis de durer, c'est que j'aime ça. Ce qui m'a permis de durer, c'est de tester. Et du coup, la chance que j'ai, c'est que je suis assez. J'utilisais beaucoup LinkedIn, un peu comme un outil pour communiquer, qui était vraiment. J'ai créé quasiment 2 boîtes sur LinkedIn grâce à LinkedIn, et du coup, je suis assez. C'est une plateforme sur laquelle je suis assez fort. En partant de LinkedIn, j'ai beaucoup communiqué dessus sur mon départ, donc j'ai eu beaucoup de gens qui, par curiosité, ont voulu voir ce que je faisais. Et du coup, j'ai eu pas mal d'écoute au démarrage, puis après, ça a un peu baissé. Il y a eu clairement un phénomène de nouveauté, ça a clairement baissé. Il a fallu après que j'aille chercher des nouveaux auditeurs de gens qui ne me connaissaient pas, quoi. Et donc, là, ce que je retiens, c'est tu as choisi quelque chose qui était vraiment basé, calqué sur tes forces, Ouais, parce que voilà, t'as déjà eu un peu une bonne expérience de ce que tu aimais ou n'aimais plus faire en tant qu'entrepreneur. Et tu as choisi aussi quelque chose où il y avait une certaine barrière à l'entrée, exactement. euh, qui n'était pas une barrière ou un frein pour toi, mais pour beaucoup d'autres. Exactement. Bravo. Très très bonne reformulation. Donc ça, c'était le début. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es organisé, est-ce que tu as investi tout de suite matériel, freelance, indépendant autour? Alors, dans un premier temps, j'ai quasiment fait tout seul, sauf le montage, parce que j'ai trouvé des gens sur 5 euros ou Fiverr, qui Ouais. pour 30, 50 euros pouvaient faire des trucs corrects sans être extraordinaires. Donc, j'ai fait tout seul, les histoires, la rédaction, etc. Et j'ai fait tout seul pendant les deux premiers mois, Oui. pour tester, voir un peu combien de temps ça prenait, etc. Puis, le troisième mois, j'ai rencontré un gars qui m'a fait des feedbacks hyper précis. Et je lui dis, ça t'intéresserait de réécrire mes histoires pour les affiner. Donc là, la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai revendu ma voix, donc ça m'a permis d'avoir quelques sous de côté pour justement pouvoir m'appuyer sur quelques freelances, un ingé son et un rédacteur. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, et après, en toute franchise, de trouver le bon ingé son, parce que le problème de ce podcast-là, c'est que c'est pas l'ingé son, on va dire, enfin, c'est pas l'ingé son de base. C'est Ouais. vraiment du design, du sound designer. C'est vraiment un travail d'une finesse assez avancée. Et il m'a fallu trois ingé sons avant de trouver vraiment la personne avec laquelle le niveau avait cranté, quoi. Et deux, Et avec lequel vous compreniez. ouais, puis qui vraiment fait du travail, parce que le vrai ingé son, c'est un travail de finesse, quoi. C'est pas juste faire du mastering, mettre tout, rapprochement, etc. Non, c'est vraiment les bons sons au bon moment, avoir des tapis sonores, des virgules. Enfin voilà, c'est un travail un peu minutieux. Et, euh, et en parallèle de ça, la narration, c'est un métier. Ça sous-entend que j'avais, entre guillemets, des facilités à lire, mais je me suis rendu compte qu'il manquait quand même des choses. Et je suis allé faire, alors j'ai commencé par faire des exercices de diction. Ok. Donc j'avais tous les jours, hein, à un moment j'en avais marre, donc j'ai arrêté, mais c'était des exercices de le chasseur sachant chasser sans son chien, ou la ville de Foix, je sais pas si tu les connais. Je faisais ça régulièrement, je faisais des exercices de lecture, des exercices avec À voix haute, c'est ça à qui voix est. haute, évidemment, tout C'est vraiment ça la grande différence. le crayon dans la bouche, donc j'ai beaucoup travaillé ça. Et puis je me suis payé avec mon CPF une formation qui s'appelle Voix Off à Paris pendant une semaine, Oui. où là je me suis confronté avec des gens dont c'est le métier. Et là, j'ai pris cher pendant une semaine, en me rendant compte qu'effectivement, là, les points où ça allait pas, les points où je pouvais m'améliorer, et il y a eu un avant et un après, vraiment. Cette formation d'une semaine, elle m'a vraiment fait franchir un cap. Passer les quelques degrés supplémentaires. Ouais, parce que je forçais énormément sur ma voix avant, et là, j'ai appris à pas trop forcer, tout en donnant de l'intensité, mais c'est pas, tu vois, et voici, tu vois, c'est pas et voici, c'est et voici, tu vois, et la façon de le faire, c'est un métier. C'est un Ouais, métier, la voix. puis comme ça, tu t'économises aussi et tu peux faire mieux, plus vite, plus régulièrement. C'est très très juste ce que tu viens de dire, c'est même l'élément essentiel. Parce que quand tu forces,
tu deviens et on m'entendait dans certains trucs où tu as la voix qui est fatiguée, tu as l'intensité qui baisse, tout est en baisse en fait derrière. Donc cette formation a changé un peu ma vision des choses et là c'est pareil, ça sous-entend qu'il faut investir, faut pas hésiter à investir sur soi pour passer un cap. Donc si on résume, trouver un bon ingé son, moi je me suis formé pour poser ma voix, j'ai trouvé quelqu'un avec sur l'écriture, donc tu vois il y a eu vraiment des étapes. Et donc le podcast dans un premier temps a démarré très fort, 1000 écoutes sur les premiers épisodes, et petit à petit ça a rebaissé, je suis passé à 200-300 écoutes par épisode. Et puis il y a eu un passage où autour d'avril avec Michel et Augustin, donc qui était une histoire en 2 épisodes, où là par contre j'ai rebasculé. Il y a eu en fait les auditeurs qui écoutaient ça, j'ai commencé à créer un noyau dur d'auditeurs, et petit à petit le bouche à oreille, les partages LinkedIn, j'ai repris des nouveaux auditeurs, des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui me disaient c'est bien ce que tu fais. Et j'ai commencé à remonter comme ça de 600, 500, 600, 700. Et j'ai atteint un pic, on va dire, presque à 2000 écoutes en Par juillet. épisode. Alors, sur un épisode, Oui. 1800, 2000 écoutes, jusqu'à 2000, plus de 2000 écoutes sur sinon septembre. Et après, ça a un peu rebaissé. Il y a eu une petite rebaisse, je pense, parce que l'intérêt aussi, c'est quand tu es nouveau, tu es vachement mis en valeur sur la plateforme, sur Apple Podcast. Et je pense que j'ai un peu pâti de n'être plus à l'honneur sur Apple Podcast, même si j'ai eu, d'ailleurs, à ce propos, j'ai eu aussi une mise en avant sur Apple Podcast pendant quelques semaines sur l'appli principale, quoi, sur le truc principal. Qui a été demandé? Oui, j'avais fait une demande un peu à l'arrache. Toi, tu avais fait la demande, hein, Ouais, j'ai fait la demande. un formulaire, là, c'est ça? Je crois. Encore avant le Airtable, ouais, exactement. Ok. Donc, toujours demandé. Moi, j'avais aussi noté quelque chose que tu as fait. T'as très rapidement fait la newsletter et très rapidement, tu as demandé du feedback. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, très régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de comprendre le type de... En fait, aujourd'hui, je dois interroger 40 personnes de mon audience qui écoutent mes podcasts régulièrement. Ça m'a permis de travailler les points forts, comprendre ce que les gens aimaient, et du coup insister dessus en disant ok, ils aiment bien le fait qu'il y ait des extraits, donc faut que je continue à mettre des extraits. D'ailleurs, j'en ai un peu enlevé, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Qu'ils aimaient bien ma voix passait bien, etc. Alors que moi, j'avais pas confiance en moi. Donc je me dis ah oui, ok, ma voix passe bien, donc il faut que j'insiste là-dessus. Qu'ils aimaient bien, tu vois, c'est vraiment les dialogues. Je dis bon bah ils aimaient les dialogues, ça donne du piment comme une histoire. Donc je vais rajouter des dialogues. À l'avant il y avait très peu de dialogues et avec le temps qui passe, j'ai de plus en plus rajouté de dialogugues parce que justement ça venait des feedbacks. Et voilà, je pense que et aussi d'avoir des idées d'histoire. Ils m'ont beaucoup donné de sujets de on aimerait bien voir je sais pas Pierre Armé, on aimerait bien voir Cyril Lignac, on aimerait bien voir. Tu vois, ça m'a permis de prendre leurs feedbacks, leurs idées et derrière de les déployer quoi. Et donc avec tout ça, tu as aussi du coup affiné, je pense, cette ligne éditoriale. Moi, j'ai vraiment aimé quand je savais entre guillemets le rythme des 4 épisodes dans le mois. Il y allait avoir une histoire. Un entrepreneur plutôt artiste. Ça, tu l'as affiné 6-8 mois Je après? l'avais au démarrage, mais je l'ai un peu moins fait, ça, dernièrement, cette partie-là. Oui. Parce que j'ai encore un petit peu réorienté ma ligne éditoriale, parce que je croyais que les faits divers, c'était un truc qui marche bien, mais c'est pas exactement dans ma ligne éditoriale. Faits divers autour d'entrepreneurs, j'en ai testé, mais c'est pas exactement dans ma ligne éditoriale. Et ce qu'on m'a demandé le plus souvent récemment, c'est des entrepreneurs historiques, genre Gustave Eiffel, les frères Lumière, tu vois, les sagas familiales, Oui. la famille Muliez, les Hermès, tu vois, tu as des sagas familiales qui pourraient être intéressantes. Donc du coup, je prends une orientation avec peut-être des épisodes des sagas en plusieurs épisodes qui fonctionnent pas si mal que ça au final. Un peu ce que fait Guerre de Business avec ses Coca contre Pepsi en plusieurs, 3-4, et à chaque fois ils font une saison. Ouais, donc 5-6 épisodes là à chaque fois. Ouais, exactement.
Donc voilà, Ok, je pense que ma ligne encore édito, un peu plus. elle s'affine à chaque fois, chaque mois avec les feedbacks. Et c'est aussi ça l'intérêt des feedbacks, c'est d'affiner. Et parfois, tu vois, j'ai voulu lancer ce portrait narré de gens un peu moins connus qui entreprennent. Et les gens m'ont dit c'est bien, mais ça n'a pas sa place sur l'apprenti. Hmm. Donc du Et du coup, coup, peut-être que c'est pour ça que Inspire Média est au-dessus de l'apprenti, exactement. pour s'autoriser évidemment à avoir d'autres projets et un petit peu en dehors de cette ligne éditoriale. Alors, Euh, ouais, exactement, exactement. C'est un peu l'idée. J'ai un projet dont je rêve absolument. Ça serait de faire un peu un cache investigation ou une enquête sur le business. Tu vois, une enquête narrée sur, je sais pas, les dessous de la startup, le dessous de la startup Appen avec le mec qui plotait les filles qui était CEO. Enfin, tu vois, d'avoir un podcast d'enquête sur des trucs de business. Ça serait un de mes rêves en fait. ok. Autre projet qui est arrivé, enfin, il y a deux sujets là. Euh, les premiers portraits que tu as valorisés, du coup, commercialisés, ça c'est venu comment? C'est venu grâce à mon réseau. Je pense que c'est un mélange entre mon réseau, la newsletter dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que les gens, ils me suivent. J'ai à peu près 1400 personnes et j'ai entre 40 et 50% de taux d'ouverture. Donc les gens, les gens qui me suivent, ils adorent Ils sont voir engagés. l'aventure. Ils adorent voir suivre ça, les hauts, les bas, tu vois, ils aiment bien ce côté. Voilà, on vit ensemble les affres et les hauts de l'aventure Laurent et l'apprenti, enfin les Inspire Média. Et donc c'est mon réseau plus le travail de transparence que j'ai fait avec la newsletter qui a beaucoup parlé Ouais. aux gens et qui m'a donné. Donc du coup, les gens me disent, le gars m'a dit, bah en fait j'ai envie de faire ça pour mes boîtes quoi, avec lesquelles je bosse. Alors moi je viens du milieu du recrutement, donc du coup c'était un cabinet, donc il y a une forme de logique. Mais je sais il y a un vrai potentiel aussi quand je vois la façon de raconter. Les boîtes ne savent pas raconter leur propre histoire parce que ça demande un peu de travail d'archives et Mm. que j'avais aucune idée que ça allait. Je me disais que ça pouvait être un modèle, mais j'attendais j'attendais ce premier fameux client en fait. Et à partir du moment où j'ai eu ce premier fameux client, je sais que je vais pouvoir le creuser et d'aller voir un peu plus loin. Mais effectivement, pour dire les choses de façon transparente, je ne gagnerai jamais ma vie en vendant des pubs sur mon podcast, que ce soit en pré-roll ou même si j'ai un premier sponsor grâce à Orso Media en mai là, qui s'appelle Penny Lane, où je vais raconter leur histoire en pré-roll en 30 secondes. Mais c'est pas avec ça que je vais pouvoir en vivre. On parle de 1 500 € sur un mois, ce qui est déjà pas mal hein, pour un podcast. Mais voilà, c'est pas avec ça que je vais vivre. Donc j'ai fait mon deuil de ça, de ce modèle-là, et je le savais, mais c'est toujours mieux quand c'est dit. Bah, c'est vraiment le but de ces études de cas, c'est de voir qu'il y a vraiment d'autres modèles et à chaque fois il y a quasiment un modèle unique, très personnel, mais qui est vraiment gagnant et vertueux. Et quand on le trouve, ça c'est vraiment génial. Tu as mis aussi en place un Patreon. Tu Ouais. as, quelle est ta prise de recul, ta prise de hauteur avec ça? L'intérêt du Patreon, c'est d'avoir des gens qui sont encore plus fidèles, de leur donner l'occasion de te soutenir. Et en général, ceux-là, ben, c'est les plus engagés, ceux qui vont donner des feedbacks en permanence, etc. Donc, je le fais pas pour l'argent, pareil. Hein, Ouais. on parle de 110 euros, ça me paye mes outils, c'est déjà ça. Mm. Mais c'est surtout avant tout pour l'engagement, pour le fait d'avoir des gens avec lesquels tu peux discuter en permanence et qui s'attendent de toi qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des échanges, etc. Donc je les réunis une fois par trimestre, pardon, pas une fois par mois. Je les utilise un peu comme mon board, je leur présente les projets, je leur demande des feedbacks, je fais aussi des jeux avec eux où je leur fais gagner des choses. Enfin, tu vois, l'idée c'est Mm. d'avoir énormément de... Ça demande un peu de travail, mais c'est comme un board. Il y a un Tu vois. vrai feedback très Ouais, constructif et engagé, quoi. exactement. Le seul risque, le seul problème de ça, c'est que parfois ils osent pas donner des feedbacks un peu durs. Tu Oui. vois, dire ah non là c'est vraiment pourri ou ils peuvent dire non là j'ai moins aimé donc il faut que tu puisses lire entre les lignes et non non mais c'est vrai Le moins aimé, là, ça veut dire vraiment pourri. vraiment pourri c'est vraiment pourri donc tu vois sur le pilote les gens qui ont dit ah non mais ce serait peut-être un autre podcast tu vois je me suis dit ok il y en a une qui a aimé mais voilà tu vois c'était un peu l'idée
Mais c'est très utile pour avoir vraiment une sorte de garde rapprochée qui te sert de borne et d'effet miroir où tu as des hésitations et tu peux là vraiment le faire. Alors que la newsletter, c'est un peu plus construit déjà. Tu as une réflexion, etc. Alors je demande régulièrement aussi des feedbacks, mais c'est pas le même genre de feedback. Ok. Et donc là, dernier gros projet du coup en route, écrire un livre. Ouais, alors ça c'était la suite logique puisque moi, tous les épisodes que je fais, en fait j'ai créé une sorte de bibliothèque, donc j'ai un inventaire qui est quand même très puissant parce que j'écris tout. Il y a zéro surprise. Et du coup, on a écrit toutes les histoires et on s'est dit que la suite logique, ce serait de les transformer en livres. Mm. Ce qui est en train d'être fait. J'ai 47 histoires aujourd'hui. Je ne vais pas toutes nécessairement les transformer en livres, mais dans un livre, j'en mettrai plusieurs avec un fil rouge. L'idée, c'est de trouver une ligne directrice. Deux intérêts. Premier, c'est faire de la pub, tout simplement. C'est-à-dire que quand on va dans Amazon, on va taper le nom d'un entrepreneur. Ça doit être Inspire Média qui doit ressortir parce que je vais les imprimer, je vais faire de l'auto-édition sous Inspire Média. Ok. L'idée, c'est de faire de la pub pour Inspire Média. Deuxième intérêt, du revenu passif. Mm. On parle pas de grosses sommes non plus, mais si tu vends, je sais pas, si je vends 10-15 livres à 8 balles, bah écoute, c'est 100 balles et j'en fais 2-3 dans l'année, bah ça peut vite aller à 200-300 euros par mois. Mm. Et ça, tu peux répéter ça de façon assez régulière. Le pendant de ça, c'est qu'il y a un petit coût parce que j'utilise une freelance qui me coûte de l'argent. Déjà, il va falloir que j'équilibre les comptes. Et voilà, c'est le premier objectif, c'est avant tout de la pub et montrer que se faire connaître par d'autres moyens parce que et la conclusion, elle est là aussi, c'est que Inspire Média, c'est à la fois un podcast l'apprenti, mais aussi une version écrite. Et aujourd'hui, les lecteurs sur la version écrite sont en train de monter de façon drastique parce que quand tu tapes le nom d'un entrepreneur, je suis de plus en plus dans les premiers résultats. Et du coup, ils me trouvent. Grosse stratégie SEO là. Ouais, mais Enfin, ouais, exactement. stratégie est naturelle quoi. Et bah oui, c'est naturel, mais c'est que je la travaille quand même. Je la travaille, j'améliore mes articles, je fais des liens entre les articles. Tu vois, Mm. c'est à la fois je fais des choses pour les lecteurs, mais en même temps je travaille aussi la stratégie. Et elle est en train de payer, mais c'est un travail très long cours en fait. Et dans les podcasteurs, enfin, je vais pas dire que je suis quasiment un des seuls, mais quasiment à avoir mené les deux en parallèle. Du coup, c'est pareil, c'est un investissement en temps et en énergie qui est assez important, mais qui va donner ses fruits d'ici, qui commence à donner ses fruits, mais dans 6 mois, 1 an, je pense que ça va exploser. Ouais. Mais nous, on le voit à notre petite échelle, on a toujours créé un article de au moins 1000 mots. Ah, c'est bien ça. Et après une énorme pause là de quasiment 9 mois, on va repartir là sur Aventure Humaine et pourtant le trafic était toujours là et à continuer. Donc ça, c'est vraiment une stratégie moyen-long terme et c'est un réel actif aussi sur le site internet, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça m'amène à la question que tu posais tout à l'heure, initiale, qui était quelle est ta vision? Oui. C'est un sujet qui est compliqué parce que j'ai mis du temps à la trouver, entre guillemets. Elle s'affine pareil, un peu comme la ligne éditoriale, chaque semaine, chaque mois. Et je m'étais dit hier dans ma newsletter un truc qui est assez juste. C'est un peu devenir le livre d'histoire des entreprises. Tu vois? C'est être l'endroit où il y a toutes les histoires des entreprises. Quand on veut savoir l'origine d'une entreprise, bah c'est le livre d'histoire, un peu comme les enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont des livres d'histoire. Quand ils ouvrent un livre d'histoire, bah moi, ça serait le livre d'histoire des entreprises. On trouvera l'histoire des petites, des moins gros, des moins petites, des plus petites, ou je sais pas jusqu'où je pourrais descendre parce que là, c'est peut-être un peu too much, mais en tout cas d'avoir un livre d'histoire des entreprises et ça sera le mien. Et l'idée, c'est que derrière, bah, je pourrais aussi les gens vous solliciteront pour raconter leur propre histoire derrière. Donc tu vois, il y a un effet d'entraînement qui peut être très 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 puissant, mais ça prend du temps. Pour créer ce flywheel, comme disent les anglo-saxons, il y a beaucoup de travail au démarrage, quoi. Le coût initial est très élevé et le sacrifice aussi, mais une fois que ça sera lancé, ben je deviendrai c'est plus le Pierre Bellemare, mais c'est quoi, comment il s'appelle l'historien qu'on voyait souvent à la télé là, tu vois de qui je veux parler? Stéphane Bern. Ah oui, alors il y a Stéphane Bern, mais tu Oui. sais, il était une fois la Marie-Antoinette, tu vois le truc comme ça où le mec il s'emballait, bah là ça serait un peu la même chose. Donc voilà. Je te vois bien, c'est le mix entre Stéphane Bern
très très passionné, et Pierre Bellemare qui a cette voix grave, magnifique, très très bien. Est-ce que pour commencer à conclure, quels sont tes doutes, tes peurs su- sur la suite? J'ai pas une marge de manœuvre financière si énorme que ça, pour des raisons personnelles. Donc ça serait trouver le bon mix entre facturer vite et savoir attendre. C'est-à-dire qu'il faut aller trop vite. Il faut que je trouve mon modèle, il faut que j'affine l'organisation et tu vois, je veux pas m'auto-tuer parce qu'il faut que je mange, tu vois. Donc c'est ce bon équilibre entre à quel moment il faut que j'accélère sur ce projet d'histoire d'entreprise et c'est trouver ce bon équilibre parce que si je m'écoutais, j'investirais tout mon argent pour trouver des freelances, pour écrire des articles, pour aller toujours plus loin, etc. Et le problème, c'est que j'ai une famille, donc je pourrais vivre qu'avec des pattes, mais ma femme n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que je suis le vrai entrepreneur, mais à 7. Tu vois, je suis Ouais. capable Douche froide, pâtes et douche puis froide, pâte. bibliothèque. Exactement. C'est fou, hein, mais malheureusement, je ne vis pas dans un environnement qui me permet exactement de faire ça. Mais voilà, j'ai une telle envie de réussir. Je pense que je suis fait comme ça que il faut que je trouve le bon équilibre entre la peur financière et le décollage. Ok, super. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir embarqués dans ton histoire, dans l'histoire de l'apprenti, les coulisses. C'est presque l'arroseur arrosé, j'aime bien. Et puis, on va valoriser tout ça. Merci beaucoup. Salut, merci Gaël.